Bonjour à toutes et tous. Je vais prendre l'initiative d'ouvrir cette journée consacrée à la guerre d'Ukraine. Jean-François Balaudet devrait nous rejoindre, mais sans doute a-t-il eu un petit problème pour nous rejoindre. Donc je me permets de le remplacer de façon impromptue, juste pour vous rappeler le sens de cette journée, qui est une journée visant à montrer comment, sur le campus Condorcet, les 11 établissements qui le composent se sont réunis pour aborder de front ce qui constitue d'abord un drame humain, et comment, ensemble, évidemment, nous souhaitons manifester notre solidarité. Ça, c'est un geste politique. Mais il y a aussi derrière cela une volonté à laquelle, évidemment, nous sommes extrêmement attachés. Elle est au cœur du campus Condorcet, car nous en avons les forces scientifiques, intellectuelles, qui est de réfléchir en savants, et nous en avons ici de grands et de grandes autour de la situation, de nous l'expliquer, de l'éclairer avec les armes des sciences sociales. C'était donc naturel que sur le campus Condorcet, qui a vocation à concentrer malgré tout parmi les plus grandes forces intellectuelles en sciences sociales en France, et même peut-être au-delà, soyons ambitieux, que chacun et chacune aura l'occasion donc d'apporter son éclairage. Merci à toutes et tous d'avoir été ici. Je voudrais aussi remercier évidemment mon ami Emmanuel Laurentin, qu'on ne présente plus, comme on le dit. Si, faut. Euh, donc, je voudrais donc le remercier personnellement, et puis institutionnellement. Nous sommes évidemment tout à fait heureux que par sa présence, France Culture soit associée à ce moment. Emmanuel, comme vous le savez, est producteur d'une émission, Le Temps du débat, très écoutée, très importante, et qui d'ailleurs se nourrit de beaucoup de collaborations issues du campus Condorcet et des établissements qui le composent. Donc on est très très heureux, cher Emmanuel, que tu puisses être là ce matin, en dépit d'un agenda chargé et de la préparation d'une émission. Voilà, je n'en dis pas plus et je te cède la parole. Merci. Merci beaucoup. Quand tu m'as appelé Christophe, je n'ai pas hésité une seule seconde justement pour pouvoir participer à cette matinée qui me paraissait importante parce que, je dois le dire, même si en 2014, la Fabrique de l'Histoire et donc j'avais animé une série d'émissions sur l'histoire de l'Ukraine, il faut bien reconnaître que nous étions, et nous en parlerons d'ailleurs dans cette matinée, les médiateurs, les journalistes, les gens qui sont les passeurs entre les chercheurs et le grand public, effectivement, souvent un peu démunis parce que ça n'était pas véritablement des terrains sur lesquels que nous connaissions particulièrement. Et donc, je suis très heureux de venir ici, ne serait-ce que parce que ça va être une université pour moi aussi de vous entendre et de comprendre aussi des choses que je n'ai peut-être pas encore comprises depuis le 24 février. Je voudrais aussi remercier Caroline Callard qui a mis en place la totalité avec beaucoup d'autres personnes de ce programme, et puis évidemment toutes celles et tous ceux qui ont accepté d'y participer. Vous avez eu le programme, je pense que vous savez que nous allons nous découper en 3 parties. Agir face à l'urgence, la première partie, environ une cinquantaine de minutes de discussion avec nos 3 intervenantes, et puis ensuite des questions évidemment si vous en avez. D'ailleurs, sachez qu'il y a des gens qui nous écoutent par l'intermédiaire de YouTube et qu'ils nous transmettront aussi leurs questions au moment des questions de chacune de ces tables rondes. Agir face à l'urgence, c'est la première. Analyser dans l'instant est la seconde, donc avec 4 chercheuses et chercheurs. Et puis dans la troisième partie, juste avant 13 heures, dans la dernière heure de cette matinée, penser l'événement dans le temps long. C'est une très belle manière justement d'évoquer cette question. Alors on va commencer par agir face à l'urgence. J'ai à côté de moi Alissa Menchikova. Bonjour. Vous êtes spécialiste de la société ukrainienne. Vous avez été formé à l'université d'État Lomonosov à Moscou. Vous avez ensuite participé en Master 1 au collège universitaire français jusqu'en 2016. Fait ensuite un mémoire. Vous avez fait à ce moment-là un mémoire sur les nationalistes ukrainiens de Volhynie pendant la Seconde Guerre mondiale. Puis ensuite un Master 2 à Paris 8, juste à côté d'ici, sur la diaspora ukrainienne en France. Et vous venez de soutenir votre thèse. Donc, c'était en
décembre dernier, une thèse sur être ukrainien en France dans l'entre-deux-guerres. À côté de vous, Flore Gubert, bonjour. Donc, vous êtes au laboratoire d'économie de Dauphine et directrice de recherche à l'IRD. Votre terrain n'est pas l'Europe de l'Est, mais votre terrain, c'est l'Afrique de l'Ouest, en l'occurrence. Vous êtes ici représentant donc le programme chercheur entravé donc de la fondation la FMSH. Vous travaillez donc sur ce programme qui est un programme d'accueil de chercheurs et vous allez nous développer justement cette question. Et enfin, Olena Avrinchik, bonjour. Donc vous êtes professeur d'économie à Paris 1, vous êtes la cheville ouvrière, une des chevilles ouvrières de ce qu'on appelle donc l'université globale ukrainienne et vous allez nous expliquer justement ce qu'est cette université globale et comment se passent justement les cours. Par ailleurs, vous êtes spécialiste de finance, vous avez créé le master finance technologie data et puis vous êtes consultant, vous avez été consultante peut-être encore d'ailleurs à l'OCDE sur la régulation financière et la fintech, ce qui nous éloigne a priori de ce sujet, mais pourquoi pas, c'est pas si éloigné que cela. Donc peut-être tout de suite, est-ce que vous voulez nous dire, Alissa Menchikova, comment vous avez envisagé, donc étant en France, l'aide que l'on pouvait accorder aux Ukrainiens évidemment qui quittaient l'Ukraine, mais également l'aide qu'on pouvait accorder plus spécifiquement à la question des chercheurs, de celles et ceux qui viennent ici. Vous avez servi de traductrice pour la Croix-Rouge, vous servez de traductrice pour le programme PAUSE également, qu'il nous faudra aussi évoquer ici, parce qu'il y a une multitude de programmes qui travaillent justement sur cet accueil des chercheurs, pas simplement ukrainiens, ça existait auparavant, mais aujourd'hui, évidemment, la priorité est d'accueillir les chercheurs et les chercheuses ukrainiennes. Alissa Menchikova. Ça marche. Bonjour. Oui, effectivement, depuis le 24 février, il y avait pas mal de dispositifs mis en place pour aider les réfugiés ukrainiens tout court et les chercheurs et les chercheuses ukrainiennes en particulier. Aujourd'hui, il y en a de plus en plus, mais parmi les premiers, j'aimerais évoquer le programme PAUSE, où je travaille en tant que vacataire à temps plein et où j'étais recrutée spécialement pour le fonds d'urgence qui était mis en place pour accueillir les chercheurs ukrainiens. Le programme PAUSE qui est hébergé par le Collège de France. Tout à fait, tout à fait. Mais c'est un organisme c'est un programme assez particulier et avec, cofinancé et financé en partie par public, en partie par privé. Et aujourd'hui, on attend un tel niveau de candidature. On reçoit énormément de dossiers des chercheurs et en plus des artistes. Il y a aussi l'accueil des artistes en exil. On a besoin de s'adresser, d'accéder à collecte des dons, donc via Fondation de France, pour pouvoir soutenir celles et ceux qui ont postulé, qui se sont présentés dans le cadre de programmes. Mais sinon, il y a de plus en plus de dispositifs mis en place au niveau européen, comme Science for Ukraine et la Commission européenne, et au niveau français, où je trouve c'est le plus, enfin, c'est vraiment l'accueil est le plus développé et le plus poussé, commençant par les organisations, par les associations et finissant juste par les individus qui aident les réfugiés ukrainiens sur place, qui les accueillent ou qui envoient l'aide humanitaire en Ukraine, qui envoient les dons en Ukraine. C'est la mobilisation juste incroyable. Et en tant qu'Ukrainienne, je suis reconnaissante à tous ceux et celles qui les aident en Ukraine et qui les aident en France. Combien de chercheurs et de chercheuses ont-ils fait de dossiers justement dans le cadre de ce programme? Puisque vous nous dites c'est beaucoup, c'est même plus que ce que vous pouviez imaginer. C'est combien de personnes pour l'instant?
Ouais, en fait, dans le cadre du fonds d'urgence qui était ouvert, exprès uniquement pour, ressortissants ukrainiens, heu, depuis, le 2 mars, on a reçu plus de 200 dossiers et le fonds d'urgence, reste ouvert. Parfois, quand on dit ça, aux établissements, qu'on a reçu beaucoup de dossiers, plus de 200, les établissements disent, «Oh mais 200 c'est pas 1000, c'est pas 5000 et cetera». Mais c'est enfin, pour nous, déjà l'équipe, enfin pour l'équipe, de pause, c'est une grosse charge parce que c'est une charge supplémentaire, à leurs, tâches, quotidiennes parce que le programme continue à soutenir, les chercheurs et les artistes en exil de toute, nationalité et en outre, voilà, il y a toujours, cette question de fonds parce que fonds d'urgence, il s'agit de 3 mois financés à 100 par le programme PAUSE. C'est-à-dire que c'est une charge, c'est Financière. financière, importante, pour, soutenir, les candidatures. Justement, Flore Gubert, on a l'impression qu'une des difficultés peut-être, dans ces moments où l'émotion, submerge, à la fois, les Ukrainiens et les Ukrainiennes, tous ceux qui les soutiennent et ceux qui pourraient les accueillir en France, c'est une sorte de désordre de courage, comme aurait dit Malraux. C'est-à-dire que d'un seul coup, comment organiser tout cela? C'est-à-dire la coordination. Vous êtes, responsable justement de ce programme, Chercheurs entravés à la FMSH qui existe depuis très, très longtemps. Comment faire en sorte justement que, entre guillemets, les organisations qui se montent, les plus récentes, les associations, etc. Et puis des programmes anciens ne se marchent pas sur les pieds et ne fassent pas d'une certaine manière deux fois le travail pour certaines chercheuses et chercheurs. Oui, je pense qu'effectivement, il y a un gros enjeu de coordination hein, dans cette affaire et dans le soutien qu'on peut apporter de façon pour être le plus efficace et le plus utile possible. Je crois que, bah, justement, en tout cas, c'est un peu comme ça qu'on a essayé d'avancer à la Fondation Maison des sciences de l'homme, c'est en retenant ce principe de subsidiarité, c'est-à-dire de ne pas doublonner pause, d'apporter, de répondre à des besoins qui ne seraient pas couverts par pause. Alors, en l'occurrence, là, pause a un fonds d'urgence qui permet d'apporter un soutien financier à très court terme, rapide, etc. Ce qui n'était pas le cas en fait avant la crise ukrainienne. Et donc, en tout cas, du côté de la Fondation, c'est comme ça qu'on s'est positionné, c'est-à-dire d'apporter une aide financière de court terme pour des personnes qui arriveraient de pays dans lesquels ils sont soit en danger, soit dans lesquels tout simplement ils ne peuvent pas travailler parce que la liberté académique y est entravée. C'est pour ça que vous appelez chercheurs entravés, Voilà, justement. c'est ça. Et donc, avec des dispositifs qui s'adressent à la fois à des chercheurs seniors, et donc, c'est le programme directeur d'études associées qui est, je crois, très connu à l'EHESS, évidemment. Et puis, on a aussi un programme Atlas pour la jeune recherche. Et quand je parle de jeune recherche, c'est pour des postdoctorants qui sont aussi demandeurs de soutien d'urgence, comme évidemment on peut le penser. Et puis, il y a aussi l'enjeu des hébergements. Même si voilà, il y a beaucoup d'initiatives qui ont été prises pour répondre à des besoins d'hébergement à très court terme et puis des besoins plus pérennes aussi. À la Fondation, on a la chance d'avoir un lieu qui s'appelle la Maison Sugère, qui est un lieu connu, qui dispose de 32 studios et donc on a décidé d'en réserver un petit nombre pour justement proposer un hébergement à court terme à des chercheurs qui arriveraient et qui auraient besoin d'être hébergés. Et c'est à court terme parce que l'idée, c'est qu'ensuite, on trouve avec eux une solution plus pérenne et que du coup, on fasse bénéficier au plus grand nombre cette possibilité d'accueil à court terme. Quelles sont les demandes spécifiques que vous font les chercheurs qui arrivent justement à la FMSH à la fois, évidemment, vous l'avez dit, de l'hébergement, j'imagine une aide financière, bien évidemment, mais est-ce qu'il y a tout de suite la pensée de s'installer dans une durée moyenne dans le pays en attendant de pouvoir retourner en Ukraine? Comment est-ce que vous ressentez justement ces demandes qui doivent être très variées et de type très différent? Ben,
je crois que c'est justement ça l'enjeu, c'est d'offrir un service qui soit à la carte. Personnalisé. Parce que les besoins sont effectivement assez divers. On a des personnes qui arrivent et qui nous disent tout de suite, bah, dès que je peux, je repartirai. Et donc j'ai vraiment besoin d'un soutien de court terme. D'autres qui arrivent avec des enfants et donc avec faut des scolariser. problématiques différentes parce qu'il faut réfléchir à leur scolarisation, etc. D'autres qui sont déjà en fait très connectés avec le milieu académique français, qui ont des collègues avec qui ils travaillent régulièrement et donc qui ont donc une insertion professionnelle, en tout cas des bureaux susceptibles de pouvoir les accueillir, etc. Et donc qui sont peut-être moins perdus de ce point de vue-là, mais qui pour autant sont demandeurs de solutions un peu pérennes, d'hébergement, de soutien, etc. Et donc là, la pause typiquement est vraiment là pour eux, je crois. Donc voilà, donc je crois que vraiment l'idée c'est de s'adapter et d'être à l'écoute des besoins et puis de trouver des solutions, d'être un peu créatif. Il y a aussi des aspects très, très, très bêtes de soutien vraiment très logistique, ouvrir un compte en banque, voilà. Et donc je pense qu'il faut qu'on on apporte tout ça. Olena Avrichik, donc cette université globale ukrainienne fonctionne de quelle manière? Est-ce que vous pouvez nous expliquer justement comment se passent les cours, ce qu'elle est? C'est une université alors qui est virtuelle, décentralisée. Comment est-ce qu'on peut la qualifier? Bon, merci beaucoup pour l'invitation. C'est une université globale ukrainienne, en fait. C'est quelque chose qui est en train d'être créé. Et le projet était né vraiment pendant les premiers jours de la guerre, quand Kiev était encerclé par l'armée russe. Et donc, c'est devenu une évidence que les Ukrainiens ils vont partir à l'étranger ou ils vont se déplacer. Et du coup, voilà, il faut faire quelque chose. C'était aussi des journées où, effectivement, il y a beaucoup des offres qui étaient proposées pour les chercheurs, beaucoup pour les chercheurs, beaucoup pour les étudiants. Des offres qui venaient d'où? De tous les pays du monde. Et donc, quand je parle avec des chercheurs en Ukraine, par exemple des chercheurs de Kyiv School of Economics, eux, ils ont eu l'impression qu'ils utilisent le mot spam. En fait, il y a tous les gens qui envoient leurs propositions et eux, ils ne savent pas comment réagir, en fait. Parce que du coup, c'est pour ça qu'ils ont décidé de créer quelque chose de structurant. Et donc, il y a d'autres initiatives. Il y a par exemple l'initiative Science for Ukraine. C'est un Twitter, mais c'est aussi un site où toutes les propositions d'accueil des chercheurs ukrainiens elles sont répertoriées. C'est plutôt pour les chercheurs. Et donc, l'Université globale ukrainienne, leur idée, c'est de créer quand même une sorte de plateforme qui va essayer de mettre en lien les étudiants qui cherchent les formations à l'étranger et les universités qui sont prêtes d'accueillir ces étudiants physiquement. Donc, ce n'est pas une université virtuelle, non, c'est vraiment la réponse à la réalité qu'à partir du 1er septembre, il y aura on ne sait pas combien d'étudiants à l'étranger. Mais je voudrais aussi un peu expliquer aussi qu'est-ce qui se passe avec l'éducation supérieure en Ukraine en ce moment. Quand la guerre a commencé le 24 février, dans les premières 2 semaines, alors tous les établissements d'enseignement ont été fermés, des crèches jusqu'à l'université. 2 semaines plus tard, il y a certains établissements qui ont commencé à réouvrir, mais en ligne, bien sûr, en ligne. Parce que aussi la situation est telle qu'elle on a beaucoup de gens qui étaient forcés de se déplacer. Donc, on a plus que 7 millions de gens qui se sont déplacés en Ukraine, au sein de l'Ukraine. Ce sont des déplacés internes, plus 4,5 millions, peut-être même c'est plus, parce que chaque jour ça augmente, qui se sont déplacés à l'étranger. Principalement, c'est la Pologne, c'est la Roumanie, Slovaquie, Hongrie. Et donc, effectivement, le fonctionnement normal des établissements d'enseignement, ça devient impossible. Donc, aujourd'hui, il y a des cours, ils ont lieu en ligne, mais en sachant qu'en Ukraine, par exemple, il y a des sirènes aériennes qui sont même dans les villes
où il n'y a pas de bombardements, il y a des sirènes chaque jour, parfois 2 fois par jour. Donc, du coup, les professeurs, les étudiants, ils doivent s'abriter. Donc, il y a des professeurs qui ont mis déjà leur ordinateur avec le Zoom, avec le caméra. Ils sont bien équipés grâce au Covid. Ils ont mis ça déjà dans les caves, comme ça, voilà, ils ne sont pas obligés de se déplacer, faire aller-retour. Il y a deuxième chose qu'il faut savoir sur l'éducation ukrainienne supérieure, qu'il y a en 2014, la guerre a commencé en 2014. Et déjà à l'époque, on a eu ce qu'on appelle l'évacuation des universités entières. Par exemple, l'université de la Crimée qui était déplacée dans une autre région, l'université de Donetsk qui était déplacée à Vinnytsia. Il y a d'autres universités ukrainiennes qui étaient déplacées des régions l'Est occupées par les Russes vers d'autres régions à l'Est, mais qui n'étaient pas occupées à l'époque. Et donc aujourd'hui, en fait, on continue cette expérience d'évacuation des universités entières au sein de l'Ukraine. Et malheureusement, parfois, c'est les mêmes universités qui doivent être déplacées, surtout celles qui étaient déplacées juste d'une ville à l'autre, mais dans la même région. Maintenant, ils doivent être déplacés beaucoup plus loin, vers l'est du pays. Il faut savoir aussi que alors, on ne peut pas avoir des cours physiquement, parce que dans les écoles, par exemple, dans les universités, en fait, maintenant, ils se transforment en auberges pour les réfugiés. Donc, les enseignants dans l'école, maintenant, ils ne doivent pas seulement faire des cours en ligne, mais ils doivent aussi s'occuper des réfugiés qui sont accueillis dans leur école. Donc, voilà, donc il y a ce contexte super compliqué. Et donc, l'Université globale ukrainienne a été créée vraiment pendant les premiers jours de la guerre. Le domaine, le site a été acheté le 8 mars. Donc, ça, c'est une date tangible. Le nom a été décidé. Il a été créé, ce qui est important, je pense, c'était créé par les Ukrainiens. Je pense que c'est très, très important parce que je ne veux pas être critique par toute l'aide qui est apportée à l'Ukraine, bien sûr, mais très souvent, c'est décidé sans consulter les Ukrainiens. Je vais revenir sur ça peut-être plus tard pour donner les propositions concrètes. Donc, c'est important, je pense, que cette université, elle est créée par les Ukrainiens, notamment par Kyiv School of Economics. Bon, c'est mes collègues économistes que je connais le mieux, mais aussi par d'autres chercheurs. D'autres universités, il y a aussi l'Université catholique de Lviv. Il y a aussi le programme à Stanford pour les chercheurs, pour les leaders émergents ukrainiens. C'est un programme qui a été créé il y a déjà quelques années, qui chaque année, il forme des leaders ukrainiens. Et donc, l'idée, c'est vraiment accompagner ce exil nécessaire des étudiants. Parce que la crainte qui existe en Ukraine aujourd'hui, qu'on va subir une deuxième tragédie, c'est la fuite des cerveaux. Parce qu'aujourd'hui, on subit la destruction du pays, l'infrastructure physique, les morts. Quand la guerre finit, on a vraiment peur, je pense, que tous ces chercheurs, surtout les meilleurs, qui seront accueillis dans les meilleures universités du monde, les étudiants, ils vont tous rester à l'étranger. Donc, d'un côté, cette université, elle est créée pour aider les étudiants à trouver la place, mais en même temps, je pense en deuxième temps, l'aider aussi à partir de septembre, quand ils vont commencer leur cours, c'est de trouver le moyen qu'il a une communauté. Et dans ce sens, je trouve à Paris, je pense qu'il y a beaucoup d'universités parisiennes qui vont participer, qui participent déjà. Donc il y a mon université qui était une des premières qui a rejoint cette initiative, Paris 1. Il y a HESS, il y a Paris School of Economics, il y a Paris 3, il y a ENS. Je n'ai pas envie d'oublier quelqu'un. Ce sera une faute diplomatique. Diplomatiquement, effectivement, il vaudrait mieux ne pas oublier quelqu'un. Je n'ai pas fait la liste. On est 7, donc HESS. Oh, désolé. C'était déjà dit. C'était déjà dit. Non, ouais, c'est pas grave. Non, mais ça reviendra. Ça reviendra. Mais il y a aussi d'autres. En fait, je pense voilà, c'est pas un projet exclusif. Je pense que ce qui est important, c'est pas un projet exclusif parce que voilà, s'il n'y a pas de concurrence, qui va attirer le plus. Donc, je suis en train aussi de discuter avec Dauphine, avec l'Université de Lille, Limoges, Sciences Po, Schema, HES. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de volonté, mais il faut comprendre, voilà, quand les universités s'engagent, en fait, ils accueillent des étudiants, mais ce n'est pas juste les inscrire. En fait, c'est les étudiants qui arrivent sans moyens financiers.
même si les familles, parfois, peut-être, ils avaient des moyens avant, aujourd'hui, ils ne sont pas accessibles, ils n'ont plus de travail, on a, je sais pas, on a un chômage plus ou moins entier, c'est pas 100% en Ukraine. Oui, ne serait-ce aussi Parce la que même question. en fait, les gens travaillent, mais ils travaillent, en fait, ils sont en guerre. Hein. Vous êtes 3 femmes ici, mais est-ce qu'il n'y a pas une question genrée aussi Bien sûr, les hommes, ils n'ont pas le droit de sortir, Voilà. même les hommes étudiants. Il y a beaucoup de lobbying qui est fait par plusieurs institutions, dont Ukrainian Global University, pour permettre aux garçons de sortir pour étudier. Donc l'objectif, je pense, voilà, c'est accompagner cet exil et ensuite trouver les moyens pour les motiver de revenir en Ukraine pour reconstruire le pays. Et pareil, inviter aussi d'autres chercheurs universitaires pour venir en Ukraine après la guerre pour aider à créer le capital humain qui est un facteur le plus important pour le développement du pays. Sans faire, Flore Gubert, de parallèle historique qui serait malvenu, mais il a existé, certains ici dans cette salle s'en souviennent comme moi sûrement, une grande association, enfin, qui a eu beaucoup d'activités du temps avant 1989 et la chute du mur de Berlin, qui s'appelait l'association Jan Hus, qui était une association qui passait le mur où des chercheurs et chercheuses des grandes institutions parisiennes se rendaient en particulier pour pouvoir enseigner de l'autre côté, clandestinement, dans des appartements, dans des locaux d'immeubles désaffectés ou au contraire dans les chaufferies d'immeubles en sous-sol avec des philosophes qui venaient. Jacques Derrida est venu, Jacques Le Goff faisait des allers-retours très régulièrement. D'ailleurs, Jacques Derrida a été arrêté par la police tchèque à un moment, tchécoslovaque, en faisant ce chemin. Est-ce que cela, c'est envisageable, c'est possible aussi d'une certaine manière? Parce que ce que dit, et je trouve ça très juste, Olena Lavričić, c'est effectivement cette crainte de fuite de cerveau, c'est pas simplement faire en sorte que les gens sortent parce qu'ils sont en danger momentanément, mais c'est faire en sorte aussi que ici, et les gens d'ici se rendent sur place et continuent le dialogue qui a déjà été entamé depuis des années entre chercheurs ukrainiens et chercheurs du reste de l'Europe, par exemple. Non, mais effectivement, je pense que c'est en tout cas une piste très, très intéressante et quelque chose sur lequel il faudra songer. Effectivement, aujourd'hui, on pense plutôt à de la mobilité entrante, hein, On voit la spécialiste des migrations. Mais non, mais entrante. c'est vrai que dans les programmes de mobilité de chercheurs, voilà, on parle de mobilité entrante, sortante, et donc voilà, typiquement, on peut tout à fait envisager un dispositif qui faciliterait la participation de chercheurs et d'enseignants chercheurs français en Ukraine ou d'origine ukrainienne en Ukraine. Donc absolument, oui, oui, tout à fait. Est-ce que justement, sur ce point, Alissa Menchikova, le risque que pointe à l'instant même Olena Lavričić disons, d'une sorte d'assèchement de la recherche et des études en Ukraine par force de guerre et parce c'est un risque que vous imaginez vous aussi de votre côté, c'est-à-dire est-ce qu'au bout du compte il y a ce risque que, par exemple, des chercheurs qui seraient trop longtemps éloignés du terrain de leur recherche sur place, j'imagine une chercheuse comme vous qui travaille sur les archives ukrainiennes, sur la nécessité de pouvoir les consulter, etc., en tant qu'historienne, ne puisse plus continuer à faire ce travail-là, même avec des archives en ligne, et soit obligé d'une certaine manière de changer son fusil d'épaule. C'est peut-être pas la bonne métaphore pour une guerre, effectivement, enfin changer le chemin de ses recherches pour pouvoir aller vers d'autres sujets parce qu'ils ne pourraient plus simplement exercer leur travail tel qu'ils l'avaient entamé en Ukraine. Si j'ai bien compris, il s'agissait plutôt de fuite de cerveau que de changement de sujet. Changement de Bien sujet sûr. en Non. soi, c'est pas un danger. Hein. Non, J'ai- mais j'ai chang- simplement un certain type de recherche pourrait ne plus se tenir, c'est ce que je veux dire, en Ukraine. En Ukraine, pendant une certaine période de Ouais. reconstruction, oui, sans doute, mais ça va revenir. Et par rapport à ce sujet, j'ai 3 points. J'annonce 3 points parce que j'ai peur d'oublier, hein, comme ça. Ok, 3 points. Je vais essayer de m'en souvenir. Donc déjà, un point, c'est la plupart des migrants entrants veulent rentrer
en Ukraine. Et ce qui est incroyable et particulièrement courageux, et ça montre cette attache, cet amour pour la terre. Hein. Les Ukrainiens sont vraiment très attachés à la terre natale, et ils reviennent maintenant. Il y a des chercheurs qui se désistent, par exemple, du programme parce qu'ils veulent revenir. Ils ont passé quelques semaines à Paris et ils se disent je peux pas, je veux revenir, même si ma maison est détruite, il n'y a plus rien, je veux revenir. Et les gens se désistent. Ou par exemple, les femmes qui se désistent, les chercheuses, parce que son mari est mobilisable et il ne peut pas quitter le territoire, elle reste avec lui. Donc, déjà, les gens qui sont en place, ils arrivent un peu, la plupart arrivent dans l'esprit quand est-ce que je peux revenir. C'est pour ça que je reviens un peu vers pause. Donc, fonds d'urgence, c'est une chose, c'est juste 3 mois pour que les gens puissent souffler un peu sur place. Mais ensuite, il existe toujours les sessions de pause régulières, hein, classiques, pour toutes les nationalités. Et là, il y a pas mal d'Ukrainiens. Il y en avait presque 50 sur 120 dossiers. Et il s'agit de leur proposer, en général, il s'agit d'un contrat de 12 mois, mais là, il s'agit de leur proposer un contrat de 6 mois, parce que si la situation change favorablement, et on l'espère, ils pourront revenir, et ils veulent revenir. Ça, c'est un point. Donc, les gens, ils veulent revenir, et les cerveaux, y compris les cerveaux, ils veulent revenir. Deuxième point, c'est que même quand les cerveaux partent, enfin quittent, ils continuent à alimenter le pays d'origine. Parce que la diaspora ukrainienne et les diasporas ukrainiennes dans le monde entier continuent à investir en Ukraine, avant la guerre surtout, et maintenant, pendant la guerre aussi. La diaspora ukrainienne aux États-Unis, qui est juste incroyable, qui fait avancer les études ukrainiennes. Le seul institut à Cambridge University, c'est l'Institut des études ukrainiennes. J'ai halluciné. Ils m'ont demandé sur quel sujet je travaillais. J'ai dit sur les Ukrainiens en France dans l'entre-deux-guerres. Et ils me disent non, non, mais t'as pas compris. Sur quel sujet? Sur l'aspect linguistique, sur l'aspect ethnologique, sur les costumes, sur la nourriture, voilà, sur les associations. J'ai dit non, je travaille sur tout ça, les Ukrainiens en France en général. Mais eux, ils sont ultra spécialisés. Et les diasporas ukrainiennes du monde entier, et elles apportent énormément pour l'Ukraine. Le soutien. Le soutien, ils font avancer les études ukrainiennes, et ce ne sont pas les cerveaux et les sujets perdus. Ils se consacrent toujours au sujet ukrainien. Ils travaillent sur les archives qui sont déplacées, parce qu'il y avait beaucoup d'archives qui étaient, par exemple, avant la Deuxième Guerre mondiale, ou je préfère la Seconde Guerre mondiale, comme ça. Qui étaient pendant la Seconde Guerre pillées. Hein, et il y a une partie de ces archives qui se trouvent maintenant à Moscou. Et heureusement que j'ai pu les consulter avant la guerre, un peu, pas toutes, mais j'en ai vu pas mal. Et d'ailleurs, ils sont classés comme archives, voilà. Russes, blancs, opposants et tout. Voilà, tu ouvres et tu vois direct les affiches en ukrainien et tout, sur les Ukrainiens qui étaient en France dans l'entre-deux-guerres. Et une partie de ces archives sont parties avec les gens qui partaient aux États-Unis pendant la Seconde Guerre. Et troisième point, que j'ai bien sûr oublié. C'est normal, on oublie toujours le troisième. Oui, tout à fait, on oublie toujours le troisième. Ça va revenir, ne vous Ouais. inquiétez pas. Flore Gubert, je trouvais très intéressant ce que disait tout à l'heure Olena Avrilchik.
sur d'autres universités que les universités parisiennes. On a entendu le nom de Limoges, le nom de Lille. Comment justement faire en sorte que cet effort qui est fait par les institutions universitaires et de recherche, d'accueil, ne soit pas simplement centré sur Paris, et pour faire en sorte justement que, disons, chacun puisse aller dans d'autres endroits, parce que j'imagine qu'il y a des universités un peu partout ou des centres de recherche qui sont très intéressés pour accueillir tel ou tel chercheur parce que ça correspond à leur programme de recherche ou parce qu'ils ont vraiment envie de faire un effort d'accueil, justement. Je pense que c'est une bonne question. Et puis, ça peut être tout à fait une mission de la Fondation, puisque la Fondation n'est pas une université, n'est pas un lieu de soutien, mais n'est pas un lieu d'accueil, n'est pas un centre de recherche. Et donc, on a une mission nationale. Et donc, typiquement, ça peut être quelque chose qu'on promeut en mettant en contact les personnes qui arrivent et qui sont demandeuses de mise en contact avec des centres de recherche qui ne soient pas exclusivement franciliens. Tout à fait, ouais. Et vous avez des demandes dans ce sens-là ou pour l'instant pas encore? Alors pour le moment, on n'a pas eu beaucoup de demandes dans ce sens-là, mais j'imagine que ça peut tout à fait se produire. En fait, ce qui se passe, c'est que souvent les chercheurs qui arrivent dans le cadre d'un des programmes de la Fondation, que ce soit le programme directeur d'études associées ou programme Atlas, ils ont déjà en tête un lieu d'accueil et en général une lettre d'invitation. Alors là, pour les Ukrainiens qui arrivent et qui ont tout quitté dans l'urgence, évidemment, on ne leur demande pas un dossier complet, ça n'aurait pas beaucoup de sens. Mais donc la lettre d'invitation, pour le coup, elle peut venir de la France entière. Donc ça se produit déjà, cette allocation sur l'ensemble du territoire français. Mais donc ça fait partie des choses qu'on peut promouvoir. Tout à l'heure, vous avez lancé une piste, Léna Avreichik, qui peut être un peu grinçante sur la question de décider pour les Ukrainiens, par les Ukrainiens. Qu'est-ce que vous vouliez dire par là et est-ce que vous pouvez développer cette idée? Ouais. Je parle en fait, les Ukrainiens, les chercheurs ukrainiens aujourd'hui, ils sont en danger, ils sont entravés, mais ils sont aussi en guerre. La plupart des chercheurs, ils sont toujours en Ukraine. Il y a des hommes, mais il y a aussi des femmes qui ne pouvaient pas partir ou les femmes qui ne veulent pas partir. Surtout aussi, la situation, je pense, a changé déjà beaucoup depuis 8 mars, quand l'idée de l'université était lancée, par exemple. Kiev n'est plus encerclé, donc je pense qu'on est dans la phase un peu plus optimiste aujourd'hui. Mais ce que les Ukrainiens demandent aussi, par exemple, c'est que les chercheurs en Ukraine, ils reçoivent aussi l'aide pour acheter les bases de données, pour faire la recherche. Parce que, comme je dis, les chercheurs ukrainiens, ils sont en guerre. Je vais donner des exemples des Kiev School of Economics que je connais le mieux. Mais eux, ils ont lancé un site, par exemple, pour estimer les dommages qui étaient... les dégâts produits par la guerre. Les dégâts, donc ils sont en train d'estimer les dégâts. Ils font aussi, ils regardent vraiment à la loupe toutes les sanctions économiques. Donc, ils conseillent le bureau du président ukrainien pour conseiller comment il faut renforcer ou améliorer les sanctions économiques pour que ça devienne vraiment une vraie arme économique. Donc, en fait, les chercheurs, ils travaillent. Et ils travaillent 100% en télétravail. Et donc, pour vous donner un exemple, donc, moi, c'est mon exemple personnel. J'ai un projet financé par ANR. Et donc, je me suis dit, voilà, je voudrais bien embaucher un chercheur ukrainien, mais qui va rester en Ukraine, qui va travailler sur le sujet FinTech pour lequel j'ai reçu l'argent, bien sûr. C'est pour ça que vous me disiez que ce n'était pas si éloigné que cela de votre sujet. C'est pas seulement ça, parce que je pense que le thème de est-ce que Bitcoin, crypto, ça peut aider à éviter les sanctions économiques, par exemple, c'est un sujet important de recherche actuelle. Ou au contraire, est-ce que c'est quelque chose qui peut aider les Ukrainiens aussi de collecter l'argent? Bref. Donc, du coup, j'ai demandé à CNRS, parce que moi, je travaille dans un labo CNRS, est-ce que moi, je peux embaucher un chercheur qui va travailler 100% en télétravail et du coup, il va jamais se déplacer en France. Parce qu'il y a beaucoup de financement pour les chercheurs qui viennent en France, mais ceux qui restent en Ukraine, zéro. Et du coup, on m'a répondu à CNRS, non, on n'autorise pas le télétravail à 100%. Et donc, voilà, j'insiste.
les chercheurs en Ukraine, ils travaillent 100% en télétravail dans les métros, dans les caves, ils se sont déplacés. Ils font un travail mais super intéressant et super important. Donc, je pense qu'il faut trouver les moyens si l'argent est déjà là. C'est juste la question, est-ce que j'embauche quelqu'un qui va venir en France ou est-ce que j'embauche quelqu'un qui souhaite rester en Ukraine? Est-ce que vous Donc, avez... si quelqu'un a des liens avec CNRS, moi j'ai écrit à la présidence. Moi j'ai écrit à la présidence, on ne m'a pas répondu, j'ai téléphoné, on m'a dit OK, on va étudier votre cas. Ce n'est pas mon cas en fait. Parce que c'est vraiment la demande de l'Université globale ukrainienne, c'est la demande du réseau Science for Ukraine de aussi fournir l'argent pour la recherche en Ukraine. Parce que je suis d'accord que tous les chercheurs veulent revenir en Ukraine. Mais ensuite, après quelques mois, si les conditions ici sont beaucoup meilleures pour rester ici pour les chercheurs qui revenir en Ukraine, bah, il y a aussi, c'est quand même aussi difficile à dire, ah oui, les chercheurs ils sont tellement patriotiques, ils rentrent en Ukraine sans salaire. Hein. Oui. Mais justement, est-ce que vous avez des exemples d'autres pays que la France qui ont compris ce genre de démarche que vous voulez faire? C'est-à-dire, est-ce que vous avez des exemples par les liens que vous avez avec la Kiev School of Economics, par exemple, de, je sais pas, de centres de recherche américains, de centres de recherche allemands ou belges ou londoniens qui feraient justement ce que vous êtes en train d'espérer pour votre doctorant ou chercheur sur place? Ben, Pas encore. je ne suis pas vraiment spécialiste du sujet, comme vous avez compris. C'est ukrainienne et ça se trouve que je suis professeure à l'université. J'ai des bons contacts avec d'autres universitaires que je me suis lancée dans ça. Mais en discutant avec d'autres personnes, alors j'ai entendu parler aussi d'un projet Off University. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. C'est une université virtuelle qui a été créée par les universitaires kurdes qui étaient licenciés par Erdogan il y a quelques années. Et donc, du coup, ils ne pouvaient plus enseigner des cours sur l'histoire, sur la culture kurde. Et du coup, ils ont créé cette Off University qui est l'université en ligne. Donc, ça, ce n'est pas la même démarche. Je pense même si je pense l'Université globale ukrainienne, on va utiliser aussi les outils virtuels à partir de septembre pour créer des cours en ligne pour garder cette communauté. Mais donc peut-être il y a quand même il y a quelque chose de similaire à cette Off University. Ouais. Est-ce que vous avez on cherche aussi des idées. En fait, on cherche des idées, je pense. Je pense là, on est dans l'urgence. Oui. Mais à fur et à mesure, on va essayer de trouver les moyens comment créer la communauté d'Ukrainiens et comment mobiliser les Ukrainiens, mais aussi d'autres, venir en Ukraine pour reconstruire le pays. Flore Gubert, vous nous expliquiez tout à l'heure qu'effectivement la Fondation des Maisons des Sciences de l'Homme avait une longue tradition de cela. Est-ce que justement ce qui arrive aux Ukrainiennes et aux Ukrainiens aujourd'hui peut être nourri d'expériences qui sont antérieures, qui ont été développées soit dans les années 70, 80, 90 ou jusqu'à maintenant, parce que justement, d'une certaine manière, il faut avoir, disons, un éventail de possibilités qui est très large. Oui, alors je vous avoue que j'ai pas forcément en tête des choses qui auraient pu être faites dans ce sens-là, mais en tout cas, c'est clairement une piste de réflexion. Je pense qu'il faut, enfin voilà, j'ai bien entendu le message et je pense qu'il faut qu'on essaie d'y réfléchir et de voir ce qu'on pourrait faire effectivement comme soutien qui irait depuis la France vers l'Ukraine. J'imagine qu'en plus les choses sont rendues d'autant plus complexes qu'il ne doit pas être complètement évident de faire des transferts financiers. Mais quand on travaille sur la fintech et le bitcoin, on sait ce qu'il en est. Mais rediscutons-en. Enfin, absolument. Je pense que c'est important effectivement de réfléchir, de trouver des solutions. Sans compter qu'effectivement, pour un contexte électoral français, il y aura des changements dans les ministères d'ici quelques semaines. Et donc, effectivement, ça dépendra aussi de la politique qui pourra être mise en œuvre à la fois par le ministère des Affaires étrangères et le ministère de la Recherche et des universités.
Est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot, Alissa Benchikova, de l'importance ou pas de la question de la protection temporaire qui a été accordée aux Ukrainiennes et aux Ukrainiens, et peut-être que d'autres chercheurs d'autres pays à d'autres époques ne l'ont pas eu, cette protection temporaire. En quoi elle est utile justement pour les gens qui se rendent en France et qui veulent se rendre en France en tant que chercheurs et chercheuses? Oui, que j'ai j'ai l'impression de revivre ma thèse sur les Ukrainiens dans l'entre-deux-guerres, mais dans les conditions améliorées par rapport à l'accueil. C'est-à-dire que dans l'entre-deux-guerres, les Ukrainiens n'étaient pas considérés en tant que tels et ils étaient enregistrés soit comme russes s'ils venaient avec les passeports de l'Empire russe, soit en tant que citoyens autrichiens, soit en tant que citoyens polonais s'ils venaient avec les passeports polonais. Donc pour la bureaucratie, il n'existait pas. Aujourd'hui, les dispositifs qui sont mis en place au niveau de la protection temporaire, je trouve que c'est vraiment c'est unique et je crois que la France c'est le pays qui l'a comment dire, qu'il a plus développé toutes les options accordées via la protection temporaire. Déjà, tous les Ukrainiens, une fois sur place, ils ont le droit de demander la protection temporaire. Théoriquement, ça doit être relativement facile et accéléré. En pratique, c'est assez difficile parce qu'il y a beaucoup de réfugiés et c'est assez compliqué au niveau bureaucratique. Déjà, les Ukrainiens n'ont pas l'habitude des pratiques bureaucratiques à la française. Et donc, les chercheurs... Je ne vois vraiment pas de quoi vous voulez parler. Non, mais j'adore les chercheurs qui me disent voilà, moi j'ai le rendez-vous à la préfecture dans 20 jours et c'est trop long. C'est voilà, et moi je dis et moi j'ai déposé ma demande à la préfecture il y a 6 mois et j'ai toujours 0 réponse et je m'inquiète même pas. Tout est bien, tout va bien, c'est normal. Je dis 20 jours, c'est rien, ne vous inquiétez pas. C'est vraiment la procédure accélérée. Et on comprend que les préfectures sont aussi vraiment très chargées, vraiment débordées. Déjà, enfin, elles sortent à peine du Covid. Enfin, ils n'ont pas assez d'effectifs. Et là, en plus, ils doivent gérer cette protection temporaire. C'est-à-dire que elle est délivrée par la préfecture de domicile. Donc, déjà, il faut que le ou la réfugié arrive, s'installe. C'est la question du logement et c'est là où en général la Croix-Rouge française qui aide pour ce logement temporaire, pour cette période temporaire, le temps que les gens puissent avoir leurs papiers. Ensuite, si j'ai bien compris, je suis allée à Porte de Chapelle quand France Terre d'Asile était encore là, mais je suis pas encore allée à Porte de Versailles. Je pense que c'est mon projet pour cet après-midi pour voir comment ça se passe. Si rien n'a changé, l'idée c'était de recevoir les gens à France Terre d'Asile, premier soutien, premier secours, aide médicale, nourrir les enfants, nourrir les gens, éventuellement les loger pour 1 ou 2 nuits, mais ensuite les envoyer dans les communes où ils ont soit déjà des attaches, où il y a déjà une communauté ukrainienne sur place, où il y a possibilité de travailler ou de s'organiser. Et sur place, elles peuvent obtenir la protection temporaire qui permet quand même d'être assurées. Il y a assurance maladie et complément. Il y a la possibilité d'accéder à APL, ADA sans être réfugié, aide aux demandeurs d'asile sans être demandeur d'asile. Donc, il ne faut absolument pas que les Ukrainiens passent par l'OFPRA.
Voilà, donc ils ne doivent pas demander d'asile parce qu'il y a cette protection temporaire. Ensuite, il y avait cette question de gratuité de transport. Et ce qui était hyper compliqué parce qu'au départ, tu pouvais juste présenter ton passeport ukrainien et tu pouvais prendre voilà, le train, avoir les billets gratuits. Sauf que maintenant, il faut avoir un coupon soit de la part de la Croix-Rouge française, soit de la part de France Terre d'Asile. Mais pour ça, il faut arriver à les joindre. Et en général, ça se trouve sur Paris. C'est-à-dire que les gens qui habitent, par exemple, à Évry-sur-Seine, et c'est un exemple, voilà, ils ne peuvent pas se déplacer pour avoir ce fameux coupon de gratuité. Ils n'ont pas d'argent, en fait, donc ils sont bloqués. Et ça m'étonne que ce soit réduit à que ce point soit limité comme ça. J'ai du mal à comprendre comment ça doit marcher en pratique, en fait. Flore Gubert, justement, sur tous ces conseils pratiques, d'une certaine manière, beaucoup d'Ukrainiens arrivent en France, mais ne parlent peut-être pas le français, doivent se débrouiller effectivement avec une administration qui joue son rôle d'administration. Est-ce que vous pouvez les aider dans ces démarches-là, ou est-ce que c'est trop compliqué, ou l'afflux est tel que c'est compliqué de le faire? Je pense qu'il y a des institutions qui le font mieux que Oui. nous. Nous, on peut, je pense, répondre à des besoins très ponctuels. Et encore une fois, en répondant aux besoins déjà des chercheurs, je pense qu'il faut être modeste. Et on est modeste dans notre action, malheureusement. Mais voilà, je pense que, vous posiez la question de quel est l'avantage d'avoir ce statut. Bon, je pense qu'un grand nombre ont été listés. C'est aussi la possibilité de travailler. Et donc, et ça, c'est un droit qui n'est pas autorisé pour les demandeurs d'asile classiques. Donc c'est quand même aussi quelque chose de très important parce que ça facilite quand même l'insertion et je pense que ça permet aux personnes qui arrivent de retrouver un semblant de vie normale, un cadre qui doit vraisemblablement les aider à faire face. Olena Evrichik, au tout début, donc dès le 25, 26, 27 février, les autorités qui s'occupent justement de l'arrivée des gens venant d'Ukraine nous disaient: ça va pas être un afflux considérable, les gens vont partir, les Ukrainiens vont partir vers l'Espagne ou vers l'Italie parce qu'ils y ont de la famille, etc. Est-ce qu'on est surpris ou pas du nombre de gens qui veulent venir en France et qui veulent y demeurer? Parce que visiblement, les autorités chargées de l'immigration en particulier, qui gèrent ce genre de choses au ministère de l'Intérieur, considérer que ça serait quelques centaines, peut-être quelques milliers de personnes qui viendraient, mais de façon très, très résiduelle, les Ukrainiennes et les Ukrainiens préférant aller au Portugal, en Espagne ou en Italie. Est-ce qu'on sait quelque Mais chose? si on regarde les statistiques, la plupart des Ukrainiens, ils sont quand même dans les pays frontières avec l'Ukraine. Donc je pense en économie, on a ce modèle des gravités en fait qu'on étudie beaucoup pour étudier les flux. Tout type de flux, des flux migratoires aussi, commerce, financier. Et donc voilà, effectivement, les gens, quand ils fuient leur pays, ils ont l'habitude de rester plutôt dans les pays voisins. C'est ce qu'on observe. Après, je ne sais pas exactement, je ne connais pas exactement les chiffres entre combien d'Ukrainiens sont en France et en Italie. Et effectivement, je pense qu'il peut-être y a plus d'Ukrainiens qui sont en Italie. Moi, j'ai des amis qui sont partis en Espagne parce qu'effectivement, ils avaient de la famille en Espagne. Et on n'a pas vraiment une très, très, très grande communauté d'Ukrainiens en France, même s'il y a, bien sûr. Et donc, moi, par exemple, je vois aussi ça avec les universités avec lesquelles on travaille dans le cadre de l'Université globale ukrainienne. Moi, j'explique aussi un peu, en fait, que d'une manière, on a aussi peut-être, si on veut vraiment aider les Ukrainiens, il faut leur aussi montrer pourquoi ils peuvent ou doivent venir en France. Il y a des Ukrainiens qui ne parlent pas français, mais ils parlent anglais. Il y a beaucoup de formations en anglais en France. Mais les Ukrainiens, ils ne vont jamais penser venir en France, à Paris, la ville la plus chère du monde, quasiment, s'ils ne savent pas qu'il y a des conditions pour eux. Londres est pas mal non plus. Dans le genre ville la plus chère du monde, je ne suis pas dans les fintech, mais je pense que Londres est pas mal non plus dans le genre. Oui, je sais. Mais c'est juste, il y a un partenaire aussi que je n'ai pas évoqué, c'est l'université.
la cité internationale universitaire. Eux, en fait, ils sont engagés de réserver 500 chambres pour les étudiants et pour les chercheurs ukrainiens. Donc, ils sont en train de construire une maison virtuelle. Alors, virtuelle, donc, ça signifie qu'il n'y a pas des maisons physiques, mais il y a des chambres dans les maisons d'autres maisons ouais. Au sein de la cité internationale. Au sein de la cité, oui. Alors, la maison virtuelle, elle sera dessinée par un architecte très connu dont j'ai oublié le nom. Je ne suis pas très bien préparée. J'ai tellement de choses à faire que j'oublie tout le temps le nom de cet architecte super connu. Et donc, ça, c'est un bon moyen, en fait. Donc en fait, je pense qu'il y a des conditions d'accueil pour les étudiants ukrainiens en France qui se préparent, qui sont très, très confortables. Mais pour le moment, il n'y a pas énormément de demandes d'étudiants. Il y a des étudiants qui viennent, qui s'inscrivent. C'est beaucoup plus qu'avant, bien sûr. Mais pour le moment, je pense qu'ils sont... je ne sais pas, je pense qu'il attend. Je pense qu'il y a beaucoup d'attentes peut-être. Ils sont en Pologne. Je pense en Pologne, il y a une mobilisation incroyable. En Roumanie aussi. Ouais. Et je voudrais aussi juste dire quelque chose sur cette protection temporaire. Je trouve ça, oui, c'est extraordinaire que ça a eu lieu. Parce que moi aussi, je travaille pas seulement sur le FinTech, mais j'ai fait des recherches sur le limbo. Limbo. Donc, c'est la période quand les réfugiés arrivent et entre la période de leur arrivée dans le pays. Moi, je fais la recherche sur la France et le moment où ils obtiennent leur statut de réfugiés. Du coup, ils ont finalement le droit de travailler. Donc, ça peut durer, ça peut durer très, très longtemps. Ça peut durer des années parfois. Et donc, il y a beaucoup de chercheurs en sociologie qui ont fait des interviews avec ces réfugiés en exil, en limbo, désolé, en exil, mais en limbo aussi, qui finalement, en fait, ils ne savent pas quoi faire. Ils ne savent pas s'ils vont rester en France. Est-ce qu'ils vont obtenir leur statut de réfugié en France ou est-ce qu'ils seront obligés de partir? Du coup, ça les empêche de s'intégrer, ça les empêche d'apprendre la langue parce qu'ils ne savent pas s'ils vont rester en France. Surtout en France, il y a beaucoup de refus en fait, pour les réfugiés. Le taux de refus, je pense, c'est 80%. Il y a plusieurs qui repostulent. Donc, c'est vraiment très, très incertain. Et du coup, ça a un impact sur l'apprentissage de la langue, sur le fait de trouver le travail ensuite. Donc, une fois, même s'ils ont le permis de travail, mais s'ils ont resté 2-3 ans sans travailler, sans apprendre la langue, dans cette incertitude, finalement, ils ont du mal à trouver le travail ensuite ou trouver des amis aussi. Donc, c'est aussi l'intégration, pas seulement économique, mais aussi sociale. Les gens qui ne savent pas qu'est-ce qu'ils vont faire dans 2 ans, dans 3 ans, du coup, ils ne cherchent pas des amis non plus. Il y a beaucoup de dépression, il y a beaucoup de problèmes psychologiques. Et du coup, cette protection temporaire pour les Ukrainiens qui leur permet de travailler tout de suite, d'apprendre la langue tout de suite, de vraiment s'intégrer, même si on veut qu'ils rentrent en Ukraine, c'est quelque chose de vraiment très important. Limbo, excusez-moi, c'est les limbes, c'est ça? C'est des limbes, oui. Voilà, d'accord. Désolée. Je me demandais de quoi il s'agissait. Oui, c'est des limbes. Oui, on est dans les limbes, c'est des limbes. Est-ce que je vais poser une question qui est assez délicate parce que travaillant sur ces questions à la radio, j'ai vu combien le milieu culturel, en particulier le milieu culturel ukrainien, était très sensible à l'idée de créer une barrière complète avec les hommes et les femmes de culture russe. Est-ce que vous ressentez la même chose aussi autour de la question des chercheurs et des chercheuses et donc, est-ce que, par exemple, faut-il accueillir aussi les chercheurs et les chercheuses russes qui quittent le pays parce qu'ils sont nombreux? Dans quelles conditions? Est-ce qu'il faut établir une barrière très étanche entre chercheurs et chercheuses ukrainiennes et ukrainiens et chercheurs russes en exil? Qu'est-ce que vous pensez de cette question-là qui est très très sensible dans le milieu culturel, on le sait, des manifestations de soutien à l'Ukraine, y compris avec des opposants au régime russe, n'ont pas pu se tenir parce qu'ils les uns ne voulaient pas que les autres soient présents. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est une question très compliquée, mais je n'ai pas toujours de réponse très théorique parce que voilà, ce n'est pas mes domaines. Mais je veux donner un exemple. Alors, il y a un de mes écrivains préférés, c'est Solzhenitsyn. J'adore ses livres, pas seulement sur le goulag, mais vraiment des livres de fiction. Le Premier Cercle, par exemple, c'est un livre génial. Voilà, c'est ça. Je pense que tout le monde le connaît, c'est son engagement. Mais lui, il n'a jamais considéré que l'Ukraine, c'est un peuple indépendant. Il
pour lui, les Ukrainiens, il a dit ça dans les interviews, c'est un peu la même chose qu'il dit Poutine aujourd'hui. Pour lui, alors je n'ai pas des citations exactes dans la tête, bien sûr. Les Ukrainiens, c'était un peu voilà, la langue ukrainienne, c'est un peu la dialecte de la langue russe. Voilà, et donc, en fait, ce qui est très, très douloureux, je pense, pour les Ukrainiens, en fait, c'est pourquoi on est contre la culture russe. Ben, je pense parce que voilà, c'est ça, un bon exemple, que même les représentants de la culture russe le plus respecté du monde, que même moi j'adore, ben, en même temps, c'est à cause d'eux qu'aujourd'hui, il y a une grande partie de la population russe qui soutient la guerre. Donc la culture, elle n'est pas neutre. Mais ça, c'est la culture et on peut l'entendre effectivement, même Ouais. si parfois on est un peu choqué de cela. Ouais. Mais pour la question de la recherche, parce que on peut dire qu'il y a, même si c'est peut-être faux, une communauté mondiale des chercheurs dans toutes les disciplines. Qu'est-ce qu'il faut en penser, enfin, Flore Gubin? Je ferai une réponse très courte. C'est que, en tout cas, à la Fondation, les dispositifs qu'on a mis en place sont ouverts à tous les chercheurs affectés par la crise ukrainienne et qui peuvent être russes, biélorusses et pas seulement ukrainiens. On sait qu'il y a beaucoup aussi d'opposants au régime russe qui vivent aussi dans des conditions extrêmement compliquées, qui ne peuvent pas faire leurs travaux de recherche. Et voilà, on a pris le parti, en tout cas, de ne pas réserver les dispositifs aux seuls chercheurs ukrainiens. Oui, et de votre côté, Alisa Metchikova? De même, pour le programme pause classique régulier, c'est les chercheurs et les artistes de toutes les nationalités, y compris les opposants russes. Et sûrement, il y aura des vérifications si les chercheurs et les artistes russes sont effectivement en danger, ils ont perdu le travail, ils étaient vraiment opposants, etc. Moi, je vais donner plutôt la réponse personnelle. Donc, j'ai grandi en Ukraine jusqu'à 13 ans, hein, à Kharkiv. Ensuite, et ma mère, entre-temps, elle a dû partir travailler à Moscou parce qu'elle n'arrivait pas à trouver du travail en Ukraine dans cette période, dans les années 90, début 2000. Et elle travaillait à Moscou et quand j'avais 13 ans, elle a décidé de me ramener à Moscou. Et donc, de 13 ans jusqu'à 21 ans, j'étais à Moscou. J'ai fini mes études voilà, au lycée et ensuite j'ai fait le fameux MGU, donc Moscow State University Lomonosov. Et l'attitude, enfin pour moi c'était une déchirure, c'était très dur parce que j'ai perdu pas seulement, enfin j'ai laissé pas seulement les amis, le pays, les proches derrière moi, mais aussi, enfin j'étais traitée bizarrement en Russie parce que bon j'avais un petit accent, voilà, de Kharkiv, un petit sourgique, mais en même temps les professeurs me disaient oh bah les Ukrainiens c'est pas les étrangers, vous êtes les nôtres, blablabla. Mais pourquoi, enfin mais moi en tant qu'Ukrainienne, c'est-à-dire officiellement étrangère, j'étais obligée de payer mes études comme tous les étrangers. J'avais le droit pour rien et je devais payer pour tout. Et fois 10, contrairement aux Russes, pour lesquels c'était presque gratuit. Donc ça m'énervait parce que d'un côté, oh non, vous êtes les nôtres, mais vous payez quand même. Donc c'était énervant et donc quand j'ai fait mes études au collège universitaire français auprès de MGU, j'étais obsédée par l'idée de quitter Moscou, absolument quitter Moscou parce que je n'en pouvais plus. Et en plus 2014 j'ai vécu particulièrement mal. J'étais à Moscou, je me demandais est-ce que je pars, est-ce que je pars faire la guerre, est-ce que je reste ici. Donc ça me déchirait de l'intérieur. Et quand je suis arrivée en France, maintenant c'est un peu la période relativement de... Enfin, il y avait une petite période de paix intérieure où je me suis dit, je suis plus obligée de choisir. Je peux avoir les deux facettes parce que je le suis, parce que j'ai passé 13 ans en Ukraine et 10 ans à Moscou. J'ai englobé tout ça. Je peux être tout ça et en plus cet aspect français. Mais donc il y a la bataille intérieure à l'intérieur de moi. C'est hyper compliqué de communiquer
maintenant avec les amis russes qui sont ici ou là-bas. D'ailleurs, les amis russes qui sont là-bas sont plus adéquates que les amis russes qui sont ici, parce que les amis qui sont en Russie, à Moscou, ils m'écrivent que on comprend pas ce qui se passe, pourquoi ça se passe, et je suis vraiment désolée pour toi et pour ta famille qui est toujours en Ukraine. Hein. Mais il y a beaucoup de Russes qui sont en France et qui, ils connaissent ma position, donc ils se prononcent pas trop. Mais moi, je connais leur position aussi. Ils sont pro Poutine, pro guerre. Donc c'est hyper tendu à l'intérieur et à l'extérieur. Et je pense qu'on n'a pas de réponse et on n'a pas de visibilité comment ça va se passer entre les Russes et les Ukrainiens sur le territoire français. Oui, c'est ça, bien Ouais. entendu. Est-ce que vous avez retrouvé votre troisième point tout à l'heure? Je l'ai même intégré, c'était par rapport à ma thèse parce que j'ai déjà vu, entre guillemets, à travers mes archives, l'Ukraine détruite, envahie, mise en question en tant que peuple, en tant que pays, etc. Et je l'ai vu renaître comme phénix des cendres. Et je sais que les Ukrainiens, ils ont cette capacité. On a un proverbe, si la grange est en feu, on va brûler la maison aussi. Donc les Ukrainiens, ils ont un peu cette tendance d'aller jusqu'au bout, voir tout disparaître, que tout est détruit. Et c'est là où ils commencent à émerger. Ça leur donne la force pour se dire, je suis ukrainien, pour reconstruire quelque chose, pour voir cette conscience nationale émerger, cristalliser, se renforcer. Donc elles ont un peu cette tendance de remonter du fond. Voilà, c'est typiquement mon mon troisième point que je l'ai déjà un peu vu à travers ma thèse. Cette histoire, j'ai l'impression que l'histoire se répète, mais sous un autre angle, et j'espère que ça va pas se répéter à 100%, que c'était juste à 10-20%, mais pas plus. On peut l'espérer, effectivement. Il est peut-être temps de vous donner la parole à la salle. Est-ce que vous avez des questions les unes ou les autres, justement, sur ce qui nous importe, c'est-à-dire la première question, agir face à l'urgence, qui veut... Oui, je crois que j'ai un micro tout là-haut. Allez-y, posez. Pour la vidéo, je ferai posez-la comme ça, je vais la redire, si vous voulez bien. D'accord. Je retraduis votre question pour ceux qui nous écoutent à distance, parce qu'il faut penser aussi à elle et à eux. Donc, vous posez la question en tant qu'étudiant en Master 2 d'Histoire, de savoir, et ces questions s'adressent aux personnes qui sont ici, savoir s'il y a une coopération renforcée avec les universités d'Europe centrale et orientale, en Pologne ou ailleurs. Est-ce que vous pouvez répondre, par exemple, Olena Awrzyk? Je pense que c'est une excellente question. Pour vous donner... En fait, pour vous expliquer comment fonctionne cette université globale ukrainienne, en fait, c'est un projet très décentralisé qui était lancé par Kyiv School of Economics et les autres. Mais ensuite, donc, il y a cette communauté diaspora ukrainienne qui sont à l'étranger. C'est eux qui cherchent les partenariats avec les universités locales. Il y a beaucoup des chercheurs ukrainiens dans les universités anglo-saxonnes. Donc, du coup, il y a beaucoup de partenariats avec les universités anglo-saxonnes. Après, grâce un peu à moi, parce que je suis professeur à Paris 1, je connaissais bien la présidence à Paris 1, j'ai réussi très, très, très vite à mobiliser ces universités en France. Mais voilà, donc en fait, je pense effectivement, on a quelques partenariats avec les universités polonaises, pas entre les universités françaises et polonaises, mais entre Ukrainian Global University et les universités polonaises. Je ne sais pas le montant d'aide qui sera apporté, qui peut être apporté, mais je pense que les universités polonaises, ils se mobilisent elles-mêmes, même sans qu'on les demande. Donc, je pense que l'Université globale ukrainienne, on essaie en fait de mobiliser les universités qui ne pensent pas intuitivement, parce que les réfugiés ne sont pas là devant leur porte. En Pologne, ils se mobilisent tout seuls. Mais je pense, ce qui est important, effectivement,
pour aider, et c'est encore une fois, peut-être il ne faut pas seulement aider les Ukrainiens en Ukraine, mais aussi il faut aider les universités polonaises en Pologne, parce que je ne sais pas comment ils vont organiser l'accueil de tous ces étudiants si les étudiants préfèrent rester quand même en Pologne. C'est Il y une a piste très importante. il y a une question, je ne sais pas si vous pourrez y répondre ici, mais peut-être c'est des gens dans la salle pourront-elles y répondre. Une question sur YouTube. La maison des chercheurs du campus Condorcet peut-elle accueillir quelques chercheurs et étudiantes ukrainiens en l'occurrence? Je ne sais pas, Jean-François Ballaudet, vous pourrez répondre en tant que président du campus Condorcet. Merci. Oui, bonjour à toutes et à tous. D'abord, je vous prie de m'excuser pour ne pas avoir pu vous accueillir tout à l'heure à cause d'un problème de transport et je remercie Christophe Prochasson de l'avoir fait. Alors, je vais répondre sur cette question. Bah oui, dans le coup, c'est celle qui m'est posée. Et je vais saisir la perche pour lancer une idée dans le fil de la table ronde également. Oui, la Maison des chercheurs peut accueillir des chercheurs ukrainiens, des familles même, puisque nous avons des logements qui permettent d'accueillir notamment jusqu'à 4 personnes. Donc c'est un format intéressant, je pense. Et nous avons réservé avec, disons, un accord avec le gestionnaire de la Maison des chercheurs, plus d'une dizaine de logements à cette fin. Donc nous en parlons avec les membres, car nous essayons d'articuler à la fois cette disponibilité de logements avec des accueils dans le cadre de pauses ou bien en dehors de pauses. Mais voilà, tout l'enjeu est là dans les prochains jours, voire les semaines à venir, de voir comment nous nous y prenons. Mais en tout cas, oui, je confirme que nous avons 12-13 logements disponibles, susceptibles d'être disponibles jusqu'à la fin de l'année et réservés à cette fin. Voilà pour la réponse à la question. Alors, en tant que, au fond, un des participants auditeurs à la table ronde, et je remercie les 3 intervenantes, je crois que c'était très, très riche, je me permets de lancer une piste, puisqu'on est aussi éventuellement là pour lancer des idées. Alors, nous allons au-delà de la France par l'idée qui m'est venue en vous écoutant, et notamment à partir de la question que posait Emmanuel Laurentin et des réactions que vous avez eues sur au fond, le maintenant et l'après, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on est capable aussi de penser des interventions en Ukraine, le moment venu, et ainsi de suite. Après tout, pourquoi ne pas lancer l'idée auprès de l'Union européenne qu'il y ait un grand geste qui soit fait à partir des alliances d'universités européennes? Il y en a 41 aujourd'hui, il peut y en avoir d'autres demain. Il y a un nouvel appel est lancé. Je sais qu'elles se sont prononcées en faveur d'actions solidaires en faveur de l'Ukraine, mais pourquoi ne pourrait-il pas y avoir une initiative européenne qui permettrait d'associer un certain nombre d'universités ukrainiennes à des alliances d'universités européennes? Voilà un geste qui serait fort, concret, et qui nous permettrait de bien avancer, je pense, dans le domaine qui est le nôtre, qui est celui de l'enseignement supérieur de la recherche, avec des actions de solidarité effectives, des moyens d'intervenir, d'accueillir et d'intervenir en Ukraine le moment venu. Voilà, je ne sais pas si je lance un appel, mais il me semble que c'est une belle idée que nous avons toutes les raisons de pousser et de répercuter. Merci beaucoup, Jean-François Ballaudet. Est-ce qu'il y a, je peux prendre encore une ou 2 questions? Tout en haut, je vois Anne Simonin qui est là-haut. Non, je crois qu'on va avoir un micro, ça sera mieux pour les gens qui sont sur YouTube, Anne. Beaucoup, merci pour vos interventions diverses, c'était super intéressant. Olena, il y a une chose que je ne comprends pas, c'est votre histoire de 100% de télétravail. Vous ne voulez pas embaucher des gens qui sont en télétravail, vous avez des chercheurs qui sont sur le terrain. Donc ne laissez pas le CNRS vous dire qu'il ne fait pas 100% de télétravail, dites-lui que vous avez des chercheurs qui sont sur le terrain. D'accord, merci pour le conseil. Ouais, c'est une bonne façon de contourner la bureaucratie dont parlait tout à l'heure une de nos invités. Ouais. Voilà, c'est vrai, vous avez des chercheurs sur le terrain et en plus, ils ont l'avantage de ne pas avoir une mission, ils sont déjà sur place. Donc, ça coûtera moins cher, en l'occurrence, au CNRS. Une dernière question, une dernière remarque. Sinon, on va faire un changement à vue. On va essayer, si vous voulez bien, parce qu'on sait très bien que dans ce genre de manifestation un peu longue, il peut y avoir des envies, disons, de sortir un peu longtemps. On va essayer d'enchaîner les tables rondes et les discussions. Vous avez peut-être 5 minutes pour aller fumer ou pour aller sortir dehors, mais très peu de temps, parce qu'on va essayer de faire en sorte que dans 5 minutes, dans 10 minutes, à 35, on redémarre la deuxième table ronde. En tout cas, je vous remercie toutes les 3 pour cette première table ronde sur Agir face à l'urgence.
4 personnes vont vous remplacer pour analyser dans l'instant. Merci beaucoup.